Non. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux personnes qui nous suivent par l'intermédiaire donc des réseaux sociaux. Le quorum étant atteint, il nous manque encore quelques personnes, mais nous allons pouvoir commencer l'étude de cet ordre du jour qui est relativement fourni. Je vais donc vous donner lecture des pouvoirs que j'ai. Si vous en aviez à ce moment-là, on pourrait les ajouter, bien sûr. Donc Jean-Pierre Payette qui va nous rejoindre me donne son pouvoir en attendant son arrivée. Jean-Michel Godet a donné son pouvoir à Éric Didier. Catherine Lazzarotti a donné son pouvoir à Lydia Brotos. Delphine Réjas a donné son pouvoir à Françoise Sevin, donc il ne devrait pas tarder. Fabienne Leroux a donné son pouvoir à Alain Adam. Et Aurélie Hamel, qui a un petit peu de retard du coup, c'était si retard, a donné son pouvoir à Claire Orléville. Elle ne viendra pas finalement, c'est un retard plus important. Ok, un retard définitif. Oui. Ah oui, Rafa, il a aussi un pouvoir d'Alain, il me semble, non? Oui, oui, tu as raison. Il nous l'a donné, Alain, je pense. Non, mais Alain me l'a précisé de toute façon qu'il te donnait pouvoir, Rafa, donc on va vérifier. Oui, Mais oui, non, mais on c'est fera pour un- ça, Ok, oui, oui, tu as raison. Ok. Alors ce point étant fait, du coup, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance, en l'absence donc définitive de ce conseil municipal d'Aurélie. Il faut que notre secrétaire perpétuel soit remplacé par quelqu'un. Géraldine, tu veux bien? Tu es une remplaçante de luxe, c'est parfait. Ensuite, donc, il nous faut, avant d'étudier l'ordre du jour, approuver le compte-rendu de la précédente séance, hein, donc, qui était consacrée de façon principale et majeure à l'attribution du marché de la piste d'athlétisme. Est-ce qu'il y a du coup sur ce compte-rendu des observations, des demandes de modification? Tout est bon? Eh bien, on considère adopté. Donc nous allons pouvoir commencer par le premier point, donc concernant l'effacement des réseaux donc de la rue de la Poterie et de la rue d'Anguerny. Donc en continuité d'un certain nombre de travaux d'effacement de réseau, puisque nous sommes en train de réaliser l'effacement de réseau de la rue des Hauts-Vents. Nous allons, c'est un sujet qui était déjà un petit peu sur la table, dans la mesure où il reste un poteau, notamment un stop, qui est bien gênant et qui donc va pouvoir permettre d'assurer plus de lisibilité. Donc il va nous falloir terminer finalement hein, l'effacement des réseaux de la rue de la Poterie et de la rue d'Anguerny. Donc le coût total de l'opération est estimé à 168 720 euros. Donc nous avons un taux d'aide de 40%. Donc sur l'ensemble des dispositifs de la part du SDEC. Et donc la part communale reste à 90 792 euros. Donc voilà pour ce qui concerne la participation communale. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. Eh bien, je vais vous proposer de... Oui, vas-y, prends le micro. Allô? Ah, ouais, c'est bon. Désolé, j'ai pas pu être là à la prépa de la semaine dernière.
Étant donné que la rue Froide a été faite, que la rue de la Poterie et la rue d'Angarny a été faite, est-ce qu'il a été envisagé de faire la rue du Val ou la rue du Val-Collet un jour? Cette question n'est pas du tout orientée. Euh, L'idée, de toute façon, c'est d'aller au bout, d'aller au bout de l'effacement des réseaux. Bon, après, ça représente des sommes quand même sur ces travaux qui sont très importantes. Euh, Bon, moins on a de travaux à réaliser chez les particuliers, et mieux c'est en termes d'efficacité, parce que il faut savoir que dans les travaux d'effacement de réseau, si on efface, ça veut dire qu'on enlève les liaisons câbles, y compris entre la rue et le domicile des particuliers. Et donc, lorsqu'il y a, par exemple, à passer sous une terrasse, donc il y a des coûts de remise en état, il faut passer dans un espace déjà bitumé ou des choses comme ça. Donc, ça peut aller très vite lorsqu'il y a des longueurs importantes à faire. Et puis, donc, des suggestions qui sont à prendre en compte, bien évidemment. Donc, du coup, là, on assure la rue des Auvents, parce que c'était une rue qui a vraiment été catastrophique en matière de fils aériens. En plus, elle s'appelle rue des Auvents. Et si on a 40% d'aide du SDEC, c'est parce qu'en fait, nous faisons partie des communes qui sont considérées comme communes littorales ou très proches du littoral, soumises à des vents plus forts et donc à des risques de casse des réseaux plus importants. Sinon, dans les autres communes, le taux d'aide du SDEC est inférieur. Donc du coup, cette rue, elle était effectivement importante à faire. En plus, pour le coup, tout ce qui se trouve autour va être effacé, y compris la route de Bretteville qui a déjà été effacée, la rue des Oiseaux, etc. Donc du coup, ça va terminer correctement, et ça va éviter une rupture de service pour ce quartier-là. Mais le Val-Collet fera partie d'une prochaine campagne de travaux d'effacement de réseau, bien évidemment, comme toutes les rues, parce qu'il y a aussi la rue de l'Église qui, elle, effectivement, est prioritaire à terminer. Mais bon, ça se fera dans le cadre du programme plus global de la rue de l'Église, de façon à faire en sorte que on puisse non seulement effacer les réseaux, mais refaire aussi l'aspect routier, sécuriser les traversées, et puis aussi faire en sorte que le bailleur social, Inolia, donc améliore aussi la qualité des clôtures des petites maisons qui se trouvent le long de la rue de l'Église. Donc, le prochain gros chantier d'effacement de réseau, je pense que ce sera plutôt celui de la rue de l'Église dans un premier temps. Voilà. Mais le Val-Collet ne sera pas oublié. Et je te fais confiance pour qu'il ne le soit pas. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est de confirmer que le projet donc d'effacement de la rue de la Poterie, d'une partie de la rue de la Poterie, d'une partie de la rue d'Angarny, donc est conforme à l'objet de sa demande, bien sûr, de solliciter l'examen du dossier en vue de son inscription au programme départemental de l'intégration des ouvrages dans l'environnement, ça c'est au SDEC, de prendre acte que les ouvrages seront construits par le SDEC Énergie, sauf le câblage de télécommunications par Orange, qui reste propriétaire de son réseau, de s'engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, de décider d'inscrire le paiement de notre participation section d'investissement par fonds de concours. Le montant du fonds de concours sera calculé sur la base de la facturation des travaux effectués donc au réel et ne pourra pas excéder 75% du coût hors taxe éligible. Le reliquat sera inscrit donc évidemment en fonctionnement. De s'engager à verser notre contribution au SDEC Énergie dès que les avis seront notifiés à la commune, de nous engager à verser au SDEC Énergie le coût des études pour l'établissement du projet définitif en cas de non-engagement de la commune dans l'année de programmation de ce projet. Donc ce coût est basé sur un taux de 3% du coût total, soit 4 218 € hors taxe. C'est si on ne faisait finalement pas les travaux. Et donc de m'autoriser à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, de prendre bien note que le coût de ce projet est susceptible d'évoluer en fonction de l'étude définitive, puisqu'effectivement, il y a encore besoin d'attendre l'étude définitive pour connaître le coût réel qui nous sera facturé par le SDEC, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l'élaboration du projet final ou d'un changement dans les modalités d'aide. De prendre note que la somme versée au SDEC Énergie ne donnera pas lieu à récupération de TVA, puisque c'est le SDEC qui assure cette récupération de TVA. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Deuxième point, donc, installation d'une infrastructure de recherche pour véhicules électriques. Donc, nous avons la possibilité, là aussi, avec le SDEC, donc, d'avoir normalement même deux recharges rapides, en fait, hein, sur le territoire de la commune. Donc, dans un premier temps, donc, on vous propose de retenir une installation qui se situe dans le nouveau parc d'activités de Cœur de Nacre, de façon à permettre à des personnes qui viennent en rendez-vous, qui se rendent dans une entreprise, donc de pouvoir, pendant le rendez-vous, du coup, assurer la recharge de son véhicule électrique, permettre aussi aux entreprises qui vont être présentes sur le parc et également donc, sur la zone d'activité de la Fossette, donc de le faire dans des conditions rapides en cas de besoin. Donc, potentiellement, nous avons une deuxième installation possible dont il faudra qu'on discute pour trouver le lieu qui serait le plus approprié, sachant qu'il y aura des bornes de recharge également au pôle d'échange multimodal qui se situera en sortie de ville, donc dans le cadre du projet intercommunal, donc au rond-point du Nouveau Monde. Mais là, les bornes de recharge seront des bornes de recharge qui seront moins rapides, moins puissantes, dans la mesure où ce qui sera le plus probable, c'est que les personnes déposeront leur véhicule le matin et le récupéreront le soir. Donc, il n'y a pas besoin d'une recharge rapide pour le coup. Ça n'a pas de sens. Donc, il nous faudra définir un deuxième lieu potentiel donc, pour ces recharges électriques rapides. Voilà, donc ce sera chemin des Parquets, mais qui d'ailleurs normalement aujourd'hui ne porte plus tout à fait ce nom puisqu'on a renommé les rues du parc d'activités. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver le projet des conditions d'implantation de la borne située à Douvres-la-Délivrante, donc chemin des Parquets. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Alors ensuite, autorisation de signature de l'acte de vente du terrain classé AK 50 rue Abbé Bellé. Donc c'est le terrain qui accueillait des classes de catéchisme, donc juste donc en prolongement du presbytère en fait. Hein. Donc c'est un projet sur lequel on a lancé une consultation. On a étudié différents projets. Il y avait déjà eu un projet il y a quelques années sur ce terrain, mais qui donc du coup n'a pas été confirmé pour différentes raisons. Là, en l'occurrence, donc la commission d'urbanisme élargi donc a étudié un projet, le seul d'ailleurs qui s'est porté candidat donc sur ce terrain qui présente un certain nombre de suggestions, notamment techniques, hein, donc pour pouvoir réaliser un projet qui ait du sens et qui permette donc d'être cohérent aussi avec le site dans lequel il se situe, hein, puisqu'on se retrouve à l'arrière de l'église Saint-Rémy. Donc, du coup, là, on en est effectivement à la concrétisation de ce projet potentiel, donc dans le cadre de celui qui a été retenu par la commission d'urbanisme élargie. Et donc, on vous propose de valider la cession de ce terrain donc à 170 000 € net vendeur, charge de la démolition de l'ancienne salle paroissiale et d'autres éléments éventuellement d'ailleurs, hein, puisqu'il y a des éléments liés à l'aménagement, enfin, à la production de gaz, par exemple, ou d'électricité, donc qui doivent être reprises de toute façon par le pétitionnaire. Mais ça reste à sa charge. Il est convenu que le prix de cession net vendeur pour la collectivité est situé à 170 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vous propose d'autoriser la cession de la parcelle dans sa totalité cadastrée AK50 pour un montant de 170 000 € net vendeur à la SAS Pamar, donc seul qui y a répondu. Démolition de l'ancienne salle paroissiale.
vous pourrez rajouter et autres charges à charge de l'acheteur. De m'autoriser donc à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires à la cession de la parcelle, à signer les actes afférents, donc dans un premier temps évidemment une promesse de vente, pas une vente directe, et de préciser donc que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur comme il convient habituellement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions. Merci. Donc on va noter que Patrick Marousse n'a pas participé au vote. Ensuite, donc, signature d'un protocole d'accord relatif aux modalités de réfection d'entretien du chemin rural du Barbasson. Donc c'est un chemin que peu de véhicules empruntent, hormis quelques gros véhicules donc, qui se rendent ou qui sortent de la carrière ou du silo qui a été mis en place donc, à l'entrée. Et donc cette rue, ce chemin rural est dans un très mauvais état. Donc la société Letellier et son dirigeant en particulier donc, souhaitaient donc, que la commune prenne en charge la réfection de ce chemin rural qui est donc de compétence communale. Un chemin rural, par définition, il est ouvert au public de façon large et il est propriété communale. Donc, évidemment, on a eu quelques réunions, quelques discussions au cours desquelles on a convenu tous, d'ailleurs, que l'état actuel de ce chemin dépendait aussi beaucoup de son usage et que donc, si la compétence de la commune pouvait être recherché. Bien évidemment, l'intérêt de nos partenaires d'en face, c'est que ce serait que la commune prenne la totalité en charge, dont tout le monde a convenu, parce que c'est de toute façon très visible, que l'usage a dégradé fortement cette rue. Donc on a demandé à la société Letellier de regarder, à nous faire une proposition équilibrée à la fois sous forme de coût, bien sûr, global, mais aussi sous forme de répartition donc, des charges. Et donc ce que nous propose aujourd'hui la société Letellier, donc c'est une répartition à un tiers entre la commune, la société Letellier et D2N. Voilà, c'est ça, D2N, donc qui gère le silo. Voilà, sachant qu'il est indispensable que les entrées des 3, parce qu'en fait il y en a même 3 maintenant, il y a le silo, il y a la déchetterie professionnelle que gère la société Letellier et il y a la carrière. Donc il y a 3 entrées finalement différenciées. Donc il doit rester à la charge des pétitionnaires, donc la société Letellier et D2N, de prendre en charge donc la réfection des entrées. Nous ne prendrons en charge que, de toute façon, nous, la partie qui concerne la largeur du chemin en question. Et nous allons devoir travailler avec la société Letellier pour faire en sorte que ce chemin trouve aussi une destination publique élargie, et parce qu'il n'est pas question que la commune mette des moyens financiers collectifs donc pour finalement une finalité privative. Donc l'idée c'est au minimum de toute façon de restituer un cheminement cycle et potentiellement piéton, donc qui pourra d'ailleurs être réouvert, puisqu'aujourd'hui au bout du chemin du Barbasson, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on va vers Caen, en fait, il y a une butte de terre en fait, qui interdit tout passage de véhicules. Éventuellement un vététiste éprouvé, comme certains dans la salle, peuvent s'y essayer, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose là qui permette un aménagement, interdisant évidemment à tout véhicule de passer et de risquer de franchir la piste cyclable, puisqu'on arrive directement sur la piste cyclable après,
mais en tous les cas qu'on puisse utiliser cet espace, ce chemin qui sera donc refait à des fins aussi de déplacement doux pour nos habitants et les autres qui peuvent venir aussi dans la commune utilement, bien sûr. Voilà. Donc les deux réserves au partage, c'est les entrées à charge de ceux qui utilisent les lieux et un aménagement qui permette une utilisation élargie de ce chemin qui aujourd'hui finalement est très privatif. Alors il nous aide bien notamment pour la déchetterie professionnelle, puisque aujourd'hui les professionnels doivent aller déposer leurs déchets en déchetterie professionnelle, soit à Courseulles, qui est la seule déchetterie de notre territoire, déchetterie intercommunale ouverte aux professionnels, soit donc dans la déchetterie Le Tellier. Donc elle aide aussi et elle participe donc à la gestion et au tri des déchets pour les entreprises. Donc, mais néanmoins, c'est indispensable que nos habitants puissent en profiter aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pardon. Là. Ah, c'est beau la technologie. Oui, donc refaire ce chemin, j'y suis tout à fait favorable. Ce qui serait dommage, c'est que l'entrée, notamment la voie droite en montant, reste dans le même état qu'elle est aujourd'hui. J'y suis encore passé il y a 10 minutes. Les trous s'enfoncent et on les voit mieux quand il pleut. Donc on voit bien que la flaque d'eau, elle est pas négligeable et elle peut même être un facteur d'insécurité pour les vélos comme pour les voitures. Merci de prendre en considération cette remarque. Et alors en fait, là, je vais prendre mon autre casquette, mais la réflexion du VC1, puisque cette rue, c'est le VC1 en fait, voirie communale qui est à cheval sur les deux communes de Douvres et de Colombier-en-Garnie, donc est mise au budget de l'intercommunalité de cette année. Donc non, enfin c'est le VC1 pour l'instant. Il n'est pas dit que c'est forcément. Alors la partie routière la plus dégradée, c'est la partie qui se trouve de l'autre côté de la 404. Mais pour le coup, autant traiter la question dans son ensemble. Et donc on va désigner un maître d'œuvre qui va s'occuper de tout ça. Pas d'autres questions ou observations, suggestions. Donc je vous propose d'approuver, une fois la remise en état effectuée, le fait que la SARL Le Tellier, la SAS Le Tellier plutôt, cède moyennant le prix d'€1 symbolique la parcelle ZR 67 Les Perelles, bordant la voirie à la commune de Douvres-la-Délivrande. En fait, ça c'est une petite partie de voirie qui sert à ce qu'un véhicule se range pour que l'autre puisse passer, puisque les gros véhicules, un seul, le chemin du Barbasson, oui, donc ne tolère qu'un seul véhicule à la fois. Il ne peut pas accepter deux. Donc il y a un espace de rangement pour le véhicule qui vient en croisement. Et donc c'est cette partie-là qui nous est donc cédée à l'euro symbolique par la SAS Le Tellier. De m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier, notamment l'acte de cession de la parcelle, donc ZR 67, et le protocole d'accord relatif à l'entretien de la voie. Donc le protocole d'accord que vous avez eu avec l'invitation au Conseil. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Donc on va pouvoir avancer avec eux dans les négociations. Ensuite, donc, acte de vente du gîte de la Baronnie. Donc, le gîte de la Baronnie est à peu près équilibré si on ne compte pas tous les coûts induits que nous avons et que nous ne comptabilisons pas forcément entre donc, les locations et la charge de fonctionnement. Et donc, pour un certain nombre de raisons,
il était utile. Et en plus, voilà, on n'a pas vu un accroissement des locations de façon significative. Hein. Si on avait réussi à le louer toutes les semaines pendant toute l'année, là, on aurait sans doute vu les choses différemment, mais là, on en est loin de tout ça. Donc, c'est juste un équilibre, et sachant qu'à terme, c'est un bâtiment que nous avons vraiment beaucoup restauré, beaucoup modifié même, parce que cette maison n'avait vraiment aucun cachet quand on l'a reprise. Hein. Et là, aujourd'hui, donc, du fait qu'on a fait ressortir les pierres, c'est une maison qui s'intègre parfaitement dans le site de la Baronnie et qui est devenu donc ce gîte. Donc, nous avions décidé ensemble, hein, de la mettre en vente, et donc nous avons un acquéreur qui donc a accepté le prix que nous avions fixé, donc prix que nous avions fixé à 400 000 €, qui nous permet de rentrer dans les frais que nous avions engagés donc pour restaurer, remettre à niveau cette maison, ce gîte. Et donc voilà, nous vous proposons de valider et donc de pouvoir signer avec Monsieur Aupois et Madame Boulet, qui sont les acquéreurs, donc en fait qui nous ont été trouvés par le cabinet notarial de Douvres. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, évidemment, ces 400 000 € vont venir, tout à l'heure on va parler du budget supplémentaire, utilement compléter le budget pour pouvoir assurer d'autres désinvestissements sur la commune. Donc, je vous propose d'approuver les conditions de cession du gîte de la Baronnie, parcelle AK 003 au prix de 400 000 € net vendeur. Même chose que tout à l'heure. Hein. De m'autoriser à signer l'ensemble des actes nécessaires à la cession du dit bien, et notamment l'acte de vente avec Monsieur Aupois et Madame Boulet, et de préciser que tous les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur de la même manière. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Appel à partenariat mutuel communal. Je vais laisser peut-être Lydia présenter le sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, nous avions constaté un besoin de mutuelle communale dans la commune de Douvres-la-Délivrande, et nous avons décidé de faire un appel à partenariat pour trouver des prestataires susceptibles de fournir ce service aux habitants de Douvres. Donc, pour ce faire, nous avons d'abord lancé un questionnaire, puisque le besoin que nous avions constaté était qu'il fallait proposer une mutuelle à ceux qui n'en avaient pas, ou à ceux qui avaient besoin d'une mutuelle à moindre coût. Et donc, nous avons lancé un questionnaire pour recueillir les besoins. Et dans ce questionnaire, nous avons pu constater que beaucoup de personnes voulaient avoir une mutuelle communale parce qu'elles n'étaient pas satisfaites de leur propre mutuelle. Soit parce qu'elles la trouvent trop chère, soit parce qu'elles trouvent que le rapport adhésion-remboursement n'est pas satisfaisant. Et parmi ces personnes, nous avons dans le questionnaire récolté des réponses de 80% de retraités, mais nous avons aussi des salariés, particulièrement des artisans. Nous avons eu aussi des étudiants. Donc nous couvrons un panel relativement large. Nous avons ensuite lancé un appel à partenariat, et parmi les répondants, nous avons retenu 3 dossiers dans un premier temps, et ensuite 2 partenaires, une mutuelle et une assurance, afin d'offrir à tout le monde la possibilité de choisir le partenaire qui lui conviendrait le mieux. Donc les 2 partenaires retenus sont AXA et Complévie. Et nous souhaitons passer nos conventions avec ces 2 partenaires. Je rappelle que la commune organise cet appel à partenariat et organise le partenariat, signe cette convention, mais qu'ensuite chaque habitant de Douvres contractualisera avec, s'il le souhaite, avec le partenaire de son choix, la commune n'étant plus
à partir de ce moment-là incluse dans la relation qu'il y aura entre l'habitant et sa complémentaire. Voilà, nous étions pour la préparation de cette proposition, puisque chacun des deux partenaires propose une moyenne de 20% de réduction par rapport aux tarifs qui sont pratiqués quand il n'y a pas de tarif préférentiel pour une commune. Voilà. Parfait. Avant de voter, je veux quand même juste remercier Lydia, Émilie et Stéphanie donc d'avoir travaillé sur ce dossier. Parce que pour l'avoir regardé un petit peu, beaucoup moins qu'elle, hein, mais la comparaison entre les différents offreurs de services a été particulièrement complexe. Et donc, voilà, le choix qui a été fait au final, c'est celui qui est en capacité de donner un choix à nos habitants, mais aussi qui garantit, je dirais, un sérieux, une durabilité et une permanence de l'offre pour les personnes qui le choisiront. C'était important pour nous d'apporter une garantie au minimum sur les partenaires que nous allions choisir, au moins dans un premier temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc le lancement devrait se dérouler courant septembre, hein, c'est ça? Début octobre, d'accord, ok. Donc l'une et l'autre des deux mutuelles feront, mutuelles ou assureurs feront donc une réunion publique auquel les Douvrais seront invités. Où il y aura une info via le Douvres Info, journal d'excellence s'il en est. Donc, je vous propose d'approuver la mutuelle Complévie et celle d'AXA, offrant des tarifs préférentiels et un important panel de garanties diversifiées susceptibles de satisfaire le plus grand nombre, en tous les cas c'est notre objectif, et de m'autoriser à signer tout document relatif à l'appel à partenariat, notamment la convention de partenariat avec la mutuelle Complévie et l'assurance AXA, permettant d'en définir les modalités juridiques. Qui vote pour? Hop. Qui s'abstient? Donc pas de vote contre, hein. Eh bien c'est une unanimité. C'était important que ce soit un vote pour, voilà, parce que ça a du sens vis-à-vis de nos habitants, puis ça permet de réveiller un peu l'ensemble de l'assistance. Alors ensuite, donc, autorisation de signature du contrat de concession de mobilier urbain. On a, j'allais dire, c'est presque une tradition, parce que ça fait un nombre d'années important qu'une convention, qu'un accord, je ne sais pas trop comment le nommer d'ailleurs, donc existait avec un fournisseur, un prestataire de services, Cadre Blanc, donc, qui était renouvelé avec des négociations qui nous permettaient d'obtenir quelques modifications, changements d'arrêt de bus ou ajout d'arrêt de bus, enfin on est un petit peu à la marge. Et donc ce renouvellement, il n'était pas forcément satisfaisant, même si la prestation apportée par Cadre Blanc n'était pas contestable, hein, une entreprise qui tient très sérieusement son rôle. Mais il était important que là, comme sur tous les sujets sur lesquels nous avons à choisir des partenaires, eh ben, on le choisisse et qu'on ne renouvelle pas de façon un peu automatique un accord, même si, encore une fois, il se passait plutôt bien sur le plan technique et administratif. Donc, Émilie a rédigé un cahier des charges précis. Et donc, sur la base de ce cahier des charges, nous avons eu plusieurs entreprises qui ont répondu. Une qui a été mise de côté parce qu'elle n'avait pas répondu de façon conforme, hein, tout simplement. Et les deux autres, nous les avons reçus par un petit groupe de la municipalité, donc pour pouvoir aller un peu plus loin dans les explications qu'ils étaient susceptibles de nous donner. Là encore, on parlait tout à l'heure des contrats de mutuelle. Alors, c'est quand même moins compliqué que les contrats de mutuelle, mais bon, il y avait quand même à relire et à décrypter les choses. Et donc, on en a reçu deux, donc Cadre Blanc et
une entreprise de Bernay, donc c'était deux entreprises locales de toute façon. Et donc, au vu de cet échange, de cette audition, bon, je sais plus, on était 4 ou 5, on était tous unanimes pour considérer que l'offre, donc c'était Urban Connect que nous avons reçu à côté de Cadre Blanc, l'offre de Cadre Blanc était très nettement plus avantageuse, plus sécurisante aussi, donc pour la collectivité. Et donc là, on repart sur un cadre vraiment beaucoup plus cadré, c'est le cas de le dire, puisque donc nous partons sur une convention qui a une durée, 10 ans, sur des conditions de fonctionnement qui sont cadrées par cette convention, et donc sur un certain nombre d'apports complémentaires, nouveaux, que Cadre Blanc va pouvoir nous fournir. Donc la concurrence, en l'occurrence, a du bon, puisque donc nous avons pu obtenir une redevance annuelle et nous avons pu obtenir aussi un certain nombre de projets d'investissement qu'il faut qu'on affine avec eux, puisque donc dans le cahier des charges que nous avons envoyé aux différents pétitionnaires, il était prévu, pour qu'il y ait équité dans le traitement des différents répondants, que l'ensemble de notre mobilier urbain soit changé. Bon, sauf que le mobilier urbain qu'on a, finalement, et on peut avoir des opinions diverses aussi, mais tous autant que nous étions autour de la table, on s'est entendu pour dire que ce mobilier, il était encore très bien, pas dépassé, plutôt chouette même, et que donc il n'était pas forcément nécessaire de le renouveler. Or, dans les montants d'investissement que nous proposait donc Cadre Blanc, ce mobilier représentait une part non négligeable. Et donc on va pouvoir récupérer la part qui était prévue pour ce remplacement, pour l'investir sur d'autres outils, des bornes interactives par exemple, des outils de communication aussi peut-être un petit peu plus modernes, plus faciles à utiliser aussi à certains endroits, donc de manière à pouvoir améliorer la communication vis-à-vis de nos usagers. Voilà, donc on a aussi donc dans ce marché une amélioration significative des conditions pour les vélos, pour les cyclistes, puisque donc nous aurons un local fermé qui sera réalisé donc à côté de l'abribus au rond-point de l'Europe, et nous aurons des abris vélos donc empêchant la pluie que nous avons parfois chez nous et qui rendent la reprise du vélo moins agréable, évidemment, dans ces cas-là. Donc les vélos seront pas sécurisés, fermés, mais en tous les cas, les vélos seront protégés de la pluie. Donc on a plusieurs investissements complémentaires donc, qui vont améliorer. Et on a quand même pas mal de gens maintenant qui viennent en vélo pour prendre le bus, donc la dépose des vélos. Donc voilà sur ce contrat de concession de mobilier urbain. Donc la redevance annuelle, au-delà de la redevance fixe que nous avons, verra également une redevance de 3% par rapport au chiffre d'affaires réalisé par Cadre Blanc, qui donc utilise des faces des abribus ou des sucettes. Ils n'appellent pas des sucettes, si, des sucettes, des planimètres. Oui. Donc qu'ils utilisent donc, pour faire de la publicité. Avec ça, ils font un chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, donc en plus de la redevance fixe, nous aurons 3% du chiffre d'affaires réalisé. L'avantage aussi qu'on a eu dans cette consultation, c'est qu'on a eu une présentation vraiment transparente des coûts, des recettes, des charges que nos prestataires pouvaient supporter. On a pu comparer aussi ces différents éléments comptables pour pouvoir faire un choix beaucoup plus éclairé que ce que nous faisions évidemment habituellement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Eh bien, je vais vous proposer donc d'approuver le choix de l'entreprise Cadre Blanc en tant que concessionnaire de services pour l'installation,
l'exploitation, la maintenance et l'entretien du mobilier urbain sur la commune de Douvres-la-Délivrande, d'accepter les termes du contrat de concession de services et ses annexes et de m'autoriser à signer le contrat de concession et prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Alors, un point très fort aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de Cadre Blanc, c'est tout ce qui touche à l'entretien, la réparation, la maintenance. Ils interviennent de façon très rapide lorsqu'il y a un souci quelconque. Et ça, c'est plutôt positif. Alors ensuite, donc, attribution d'un marché public de travaux de rénovation énergétique de l'école Diane Fossé. Donc, notre commission d'appel d'offres a étudié les offres qui nous ont été proposées. Donc, après que nous ayons revu la surface donc à traiter sur l'école, et donc en la réservant à l'école et en laissant de côté donc une partie de la crèche qui était prévue. Donc c'est quelque chose qu'on pourra faire, mais une fois que nous travaillerons sur le projet d'extension de la crèche. Et c'est plus cohérent d'ailleurs de faire supporter sur le projet crèche cette partie-là que sur le projet école, de toute façon. Donc il a été retenu 4 entreprises, puisqu'il y a l'électricité qui vient s'y ajouter, 4 lots. Donc la commission d'appel d'offres a retenu l'entreprise Bellé Zafiro donc pour le lot maçonnerie, l'entreprise CETEC à Colombelles pour le bardage extérieur, l'entreprise DFL à Bretteville-sur-Lez pour les menuiseries et l'entreprise Bazin à Douvres-la-Délivrande pour l'électricité. Donc des entreprises locales, sachant que nous avons sur ce chantier des suggestions très particulières, notamment en termes de délai, puisque évidemment le changement notamment de toutes les fenêtres qu'on va faire sur l'école, et les travaux d'isolation extérieure aussi ne peuvent être faits que quand l'école est fermée, donc sur un délai relativement rapide. Et donc il a fallu trouver des entreprises qui étaient capables de travailler en juillet et en août, ce qui nous a d'ailleurs limité le nombre d'entreprises qui ont été en capacité de répondre. Voilà, donc on a pu, grâce à des choix qu'on a fait dans un deuxième temps, donc réduire le montant global du marché à 363 345,97 €, donc pour faire en sorte que nous puissions, on va le voir plus loin, rester dans le cadre de l'emprunt que nous avons évoqué avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, donc en vue de financer ces travaux, puisque l'objectif c'est que les travaux soient à terme évidemment compensés par des économies d'énergie, sinon on ne ferait pas ces travaux-là. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires à celles que nous avons pu poser hier en commission d'appel d'offres? Pas de questions? Eh bien, je vais vous proposer donc d'attribuer le marché public de travaux relatifs à la rénovation énergétique de l'école Diane Fossé Petit pour un montant total de 363 345,97 € TTC sur 4 lots. Donc le lot 1, Bellé Zafiro de Bréville-sur-Odon pour 15 335,18 € TTC. Le lot 2, c'est pour l'entreprise CETEC à Colombelles, 168 983,33 €. Donc c'est pour le bardage extérieur. Donc ça sera un bardage qui sera cohérent avec l'extension de l'école que nous avions faite. Donc, et notamment hier en commission d'appel d'offres, on a retenu le principe d'un bardage en pain saturé, ce qui va permettre dès la pose d'avoir une couleur qui va être cohérente avec le bardage existant sur l'extension. Sur le lot 3, donc, de retenir l'entreprise DFL Bretteville-sur-Lez, donc 171 738,60 € pour les menuiseries. C'est un lot important là. Et puis le lot 4, donc plus petit lot évidemment, pour l'entreprise Bazin de Douvres-la-Délivrande pour 7 288,86 € TTC. Et donc de m'autoriser à signer le marché, tous les actes nécessaires à sa bonne exécution. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Nous allons pouvoir lancer les choses puisque les délais sont très, très courts. Multi-accueil, cabinet d'infirmière, tu veux évoquer le sujet, Muriel? Non? Bon.
Alors donc du coup, nous avons une directrice de crèche qui a donc décidé à terme peut-être de remplir un peu la crèche, donc puisque elle est en congé maternité, elle y est déjà là ou bientôt? Elle n'aurait pas tout. Bon, c'est dans le cadre de son congé maternité de toute façon. Donc du coup, il nous a fallu trouver des solutions voilà, de remplacement, et notamment, comme nous l'avions fait déjà par le passé, hein, avant que nous ne recrutions donc Mélanie en tant qu'infirmière puéricultrice. Donc nous proposons de reprendre une collaboration avec le cabinet d'infirmières, donc avec lequel nous avions contractualisé, même si ce ne sont plus les mêmes infirmières, mais c'est le même cabinet qui a été repris, de façon à pouvoir assurer donc toutes les prestations sanitaires donc auprès des enfants, notamment la distribution des médicaments potentiellement, donc dans des conditions qui sont restées identiques à ce que nous avions convenu il y a déjà quelques temps avec leur prédécessrice. Pas de questions? Eh bien, on va vous proposer d'approuver les termes de la nouvelle convention entre la commune de Douvres-la-Délivrande représentant l'établissement multi-accueil Le Jardin de Prévert et le cabinet d'infirmières de Mesdames Legris et Bellamry, de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire en particulier, la convention renouvelée pour une période d'1 an à compter du 29 mai 2024, et de fixer le tarif à 18 € par enfant et l'indemnité de déplacement à 10 €. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Eh bien, merci. Alors, après, donc, convention tripartite entre le CIVEDAC, donc le syndicat d'enfouissement, enfin pas d'enfouissement, qui traite les ordures ménagères, hein, donc l'usine d'incinération des ordures ménagères, la communauté de communes Cœur-de-Nacre et la commune, donc concernant un compostage de quartier. Donc l'idée, c'est de pouvoir, vous savez que les biodéchets, la compétence intercommunale donc sur la gestion des déchets, en lien avec le CIVEDAC, puisque c'est aussi la compétence du CIVEDAC, c'est même d'abord la compétence du CIVEDAC, donc engage à proposer des formules de tri des biodéchets aux usagers. Donc tous ceux qui ont des composteurs individuels, ils ont les composteurs individuels. On a actuellement maintenant un petit peu plus de 50% des foyers de Cœur-de-Nacre qui sont équipés d'un composteur individuel. Donc ce qui est un chiffre tout à fait intéressant. Mais reste la question des collectifs, des personnes qui n'ont pas possibilité d'avoir des composteurs individuels. Donc ils auront deux solutions, soit le compostage collectif dont on parle là, soit des lombricomposteurs qui peuvent être utilisés dans des appartements, dans des logements de plus petite taille que des maisons individuelles. Et donc là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est dans le cadre d'une convention qui est passée avec l'intercommunalité et le CIVEDAC, donc de réaliser la pose et la gestion d'un composteur ou d'un endroit de compostage collectif, donc qui se situerait donc le Square d'Axminster, donc au centre-ville, hein, au centre de la ville, enfin au centre commercial de la ville au moins, et auprès de nombreux immeubles. Donc de façon à ce que, y compris les personnes qui habitent donc en collectif, puissent déposer leurs biodéchets. La particularité, c'est que nous avons la mise à disposition d'un maître composteur mis à disposition par le CIVEDAC. Il est mis à disposition de la communauté de communes Cœur-de-Nacre à 50% de son temps. Il y a deux autres communautés de communes qui utilisent les 50% restants. Et donc il aura pour mission, bien sûr, de mettre en place ce composteur, mais surtout d'assurer le bon fonctionnement du composteur et d'éviter que les usagers viennent déposer des choses qui ne doivent pas être déposées dans le composteur, au risque d'avoir soit un compost de mauvaise qualité, soit d'autres petits sujets que personne ne souhaite évidemment développer ou déployer, en tous les cas à cet endroit-là ou à d'autres. Donc il y aura toute une phase de pédagogie, d'animation autour de ce composteur collectif, qui servira d'ailleurs en même temps aussi aux usagers qui sont en logement, en maison individuelle, et qui ont un composteur individuel, parce que parfois c'est toujours bon de savoir ce qu'on peut mettre, pas mettre dans le compost,
quel mélange il faut pouvoir faire pour que le compost soit le meilleur possible, de quelle façon on peut activer éventuellement le compost et comment on peut le réutiliser aussi si on n'en a pas l'usage personnellement. Donc il y a toute une phase en fait de sensibilisation, d'animation que le maître composteur va faire donc dès que le composteur sera mis en place, et nos services espaces verts seront aussi intégrés dans la gestion de ce composteur, notamment en y ajoutant justement des produits verts qui sont nécessaires au fait que le compost soit de bonne qualité. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Sachant qu'il reste beaucoup à faire dans le tri des biodéchets professionnels. Hein. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais ça, c'est un sujet qu'on traite au niveau intercommunal pour le coup. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'adopter les termes de la convention relative à la mise en place d'un dispositif de compostage partagé sur l'espace public positionné Square d'Axminster et de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire et notamment, donc, du coup, évidemment, la convention. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Eh bien, je vous en remercie et donc on espère que tout ça se passera pour le mieux. Nous avons ensuite une convention. Je te laisse peut-être présenter le principe de la convention, Alain. Ça va me permettre de boire un petit peu d'eau. Bien, bonsoir. Le principe de la convention, vous savez tous que les travaux de construction de la piste d'athlétisme commencent cette semaine, jeudi. Donc le terrain des condits de l'annexe 2 va être utilisable pendant à peu près 12 à 15 mois, le temps que le terrain se refasse et autres. Et pour permettre à la JSD et la JSDCN de poursuivre leur activité vis-à-vis de leur équipe de jeunes et seniors également, mais surtout pour les jeunes. Nous avons pris contact avec Saint-Thomas-sur-Mer qui avait un terrain de football, qui n'était pas utilisé, pas toujours. Et avec donc la commune de Saint-Aubin, nous avons trouvé un terrain d'entente pour plusieurs créneaux d'entraînement et de match, y compris le samedi et le dimanche, au niveau de Saint-Thomas-sur-Mer, ce qui va vraiment délester aussi nos terrains de certaines utilisations un peu trop dures. Donc, et puis il y a également un coût pour les fluides à l'année qui est d'un montant de 150 € dont nous serons redevables vis-à-vis de la commune de Saint-Thomas-sur-Mer. Voilà. Nous sommes donc dans l'ordre du symbole et je tiens à remercier la mairie de Saint-Aubin-sur-Mer quand même d'avoir répondu effectivement aussi bien, aussi rapidement aussi d'ailleurs, donc à la demande aux besoins, qui démontre que sur un certain nombre de sujets, une réflexion à l'échelle intercommunale sur le domaine sportif ou culturel d'ailleurs est pertinent. En tous les cas, permet de faire fonctionner de façon satisfaisante des clubs ou des associations qui arrivent à une dimension telle que une seule commune ne peut plus avoir les moyens d'assurer correctement le fonctionnement. Et donc, à certains moments, mais bon, c'est récurrent, hein, les footballeurs ne sont jamais satisfaits des terrains et souvent ils attribuent au terrain la faute de la défaite sans se remettre particulièrement en question. Pour le coup, nos terrains, aujourd'hui, compte tenu du nombre d'adhérents auxquels sont arrivés les deux associations JSD et JSDCN, donc, ne peuvent pas répondre à l'utilisation, la surutilisation dont ils sont par partie victimes. Et donc, il faudra de toute façon, au-delà de ces conventions qui sont signées à l'occasion de la réalisation de la piste d'athlétisme, qui va nous permettre aussi au passage de refaire le stade, l'annexe 2, donc de la bonne façon, parce que les drainages, que le terrain... Alors d'abord, le terrain était en pente. Bon, visiblement, personne ne s'en est trop aperçu pendant toutes ces années, mais quand même, il y avait 70 cm à peu près des décalages entre un côté et l'autre, donc c'est pas négligeable.
Ça pouvait expliquer certaines fatigues peut-être à certains moments. Mais donc en plus, le drainage était de très mauvaise qualité. Et donc la qualité du terrain, de la pelouse, était vraiment difficile à tenir. Et donc c'est important que le club s'engage lui aussi sur du long terme, sur des relations avec les communes voisines, les clubs voisins, de façon à ce qu'on puisse effectivement continuer au-delà de notre convention là, de cette année à partager les équipements. Sinon, je pense que nous devrons limiter le club sur le nombre d'entraînements, le nombre d'utilisations de chacun des terrains, donc pour que ces terrains restent dans un état satisfaisant, voilà, et de façon à éviter qu'ils soient pompiers pyromanes, quoi. Alors, juste sur la convention, j'ai juste deux propositions d'évolution à faire, mais c'est parce qu'en fait, au départ, la convention était prévue d'être signée seulement entre les deux communes, et il nous est apparu indispensable que ceux qui vont être les bénéficiaires, donc les deux clubs, soient aussi signataires de la convention, puisqu'une bonne partie finalement des engagements les concerne bien plus que les communes, notamment sur la préservation des terrains et la qualité de leur usage. Et donc l'article 5 qui précise les engagements et la responsabilité, donc là je propose que ce soit l'utilisateur qui remplace le terme de l'occupant, puisque l'utilisateur ce sont les clubs, alors que l'occupant c'est la mairie. Et donc, ce n'est pas à nous d'entretenir les relations de beau voisinage avec les habitants, c'est au club qui va être sur le terrain, par exemple. Donc, il y a une petite faute aussi à l'article 8 sur le règlement intérieur, puisqu'on a l'occupant et l'utilisateur, donc il faut mettre au pluriel. Et puis, donc, sur les assurances, c'est bien aussi l'utilisateur qui doit prendre des polices d'assurance responsabilité civile et pas l'occupant, en l'occurrence la mairie. Voilà, donc c'est juste c'est juste ces deux petites modifications qu'on vous propose dans la convention qui vous a été adressée pour que chacun soit bien à sa place au niveau de la responsabilité qui lui incombe donc sur cette convention. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Eh bien, je vous propose de voter, d'adopter donc les termes de la convention relative à la mise à disposition des terrains de football, vestiaires et clubhouse de Saint-Aubin-sur-Mer, de fixer le montant de la mise à disposition à 150 €, participation forfaitaire annuelle payable sur titre au mois de décembre de cette année, du coup, de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire et notamment la convention. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Alors, sa timidité l'aurait-elle empêché d'être présente aujourd'hui, Aurélie? Donc, on vous propose donc de redéfinir ou redésigner donc nos ou notre du coup représentants au conseil d'administration de l'association de la Baronnie qui donc dans ses statuts prévoyait 2 membres désignés par le conseil municipal et donc l'association ayant un nombre d'adhérents limité, donc a prévu de revoir le nombre des membres de ce conseil d'administration et nous a demandé, donc bon, ça s'est fait en bonne intelligence avec l'association bien sûr, hein, de réduire de 2 à 1 représentant du conseil municipal donc au sein du conseil d'administration. Donc Alain, lui, pourra continuer parce que les 2 représentants c'était Aurélie Hamel et Alain Buffetril. Alain pourra continuer à être adhérent à titre personnel, privé. Et donc, on vous propose de désigner Aurélie Hamel donc, comme représentante de notre noble assemblée. Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'élire Madame Aurélie Hamel donc, comme représentante du conseil municipal au conseil d'administration de l'association La Baronnie. Qui vote pour? Ça lui donnera de la confiance. Jacques? Qui s'abstient? Donc pas d'abstention, pas de vote contre non plus. Parfait. Donc à distance, Aurélie est élue. Donc sur le compte financier unique, je vais laisser donc et sur l'affectation du résultat, je vais laisser la parole à Claire.
Et puis nous allons ensuite évoquer le budget supplémentaire qui, vous le verrez, est un budget comment dire, ambitieux en matière d'investissement. Oui, comme souvent. Merci Milly pour le petit camembert. Alors, nous allons évoquer ensemble les résultats de l'année 2023. Donc, vous avez eu avec vos convocations une note de synthèse qui vous la reprend dans le détail. Alors, je ne vais pas tout reprendre, mais je vais reprendre les éléments essentiels. Et on va vous projeter notamment trois petites diapos. Alors, le compte financier unique, c'est vraiment le reflet des dépenses et des recettes qui ont été très concrètement réalisées au courant de l'année. Contrairement au budget qui est prévisionnel, ça c'est vraiment toutes les dépenses et toutes les recettes que nous avons réalisées l'année passée. Donc pour vous en faire une petite synthèse rapide, alors, on va commencer par la section de fonctionnement. Donc vous avez ici donc, les dépenses de fonctionnement. Alors j'ai prévu de commencer par les recettes, mais c'est pas grave. Alors sur les dépenses, nous avons je vais avec mon document BS, ça va pas du tout. Sur les dépenses totales réalisées dans l'année 2023, donc total, section de fonctionnement et d'investissement, nous avons dépensé 8 638 841 € et 65 centimes, dont 5 256 677 en fonctionnement, ce qui représente 61% de nos dépenses totales. Le reste, évidemment, ce sont les dépenses d'investissement à hauteur de 3 382 164. Sur les recettes, donc, non, je préférerais qu'on commence par les recettes. J'aime bien avoir dépensé quand j'ai les sous. Si vous voulez bien, Émilie. C'est plus prudent. Alors, sur les recettes totales, nous avons obtenu donc 10 867 526 € et 76 centimes. C'est un petit peu plus élevé que l'année précédente, de l'ordre de 3%, ce qui n'est pas énorme. Nous avons dépensé un tout petit peu moins de 5 millions en investissement et 5 884 900, donc 885 000 on va dire, en fonctionnement. Donc sur le fonctionnement, les recettes sont à hauteur de 5 884 909 et 89 centimes et les dépenses 5 256 677 et 23 centimes. Ce qui nous amènera à un résultat positif que nous verrons ensuite à hauteur de 628 232 et 66 centimes. Alors, sur les recettes, on voit que si on regarde notre camembert, donc on a en violet tout ce qui nous rentre du fait de la fiscalité locale. En bleu, ce sont toutes nos dotations et participations. Et en vert à hauteur de 10%, ce sont toutes les autres formes d'impôts et de taxes. Donc, si on agglomère tous ces trois plus grandes parties, on voit qu'on est quand même très, très dépendant de ce qui nous revient et sur lesquels on a peu de marge de manœuvre, excepté la revalorisation des taux d'imposition, ce que nous n'avons pas voté, je vous rappelle, l'année précédente. Les autres postes de recettes sont constitués notamment de ce qu'on peut facturer comme service, du style la crèche, les cantines scolaires, ce qu'on refacture puisqu'une partie des salariés de la commune travaillent pour l'intercom, mais on voit bien que ce n'est pas le gros de nos revenus. Alors, la fiscalité était en très légère hausse. Ce n'est pas à cause des taux, puisqu'on a vu qu'on ne les avait pas augmentés, mais parce que les bases ont elles, été réévaluées du fait de l'inflation. Bon, ce n'est pas nous qui décidons non plus. Voilà. Sur les dotations, on est sur des sommes qui varient très très peu, puisque notre dotation globale de fonctionnement, elle n'a augmenté que de 1,59%, ce qui est loin de suivre le coût effectivement de l'augmentation de l'inflation.
Et sur les revenus, on a donc une partie, c'est les revenus de nos immeubles, donc ce qu'on loue, notamment la gendarmerie, la poste par exemple, qui sont les plus gros postes de rentrée, sont chiffrés à hauteur de 446 000 euros. Peu de produits spécifiques puisque nous n'avons pas réalisé beaucoup de ventes de cessions immobilières l'année passée. Alors, sur les recettes de fonctionnement, on a fait à peu près le tour. On va regarder un peu nos dépenses de fonctionnement. Alors, merci Émilie. Donc, nous voyons en orange, le plus gros poste, ce sont les charges de personnel à hauteur de 48% de notre budget. Les charges à caractère général qui sont en violet bleu à hauteur de 24% de notre budget de fonctionnement. Et en violet, ce sont les autres charges de gestion, notamment les subventions qu'on peut verser par exemple au SDEC. Vous voyez un peu comment se répartit, mais il y a peu d'évolution par rapport aux années précédentes, hein. Notamment les charges de personnel, c'est toujours autour de la moitié de notre budget de fonctionnement. Alors, elles ont un petit peu augmenté, puisque notamment on sait que les indices de rémunération des agents ont augmenté, et puis nous avons aussi quelques évolutions au sein des effectifs de la mairie, notamment des titularisations, qui ont pu faire varier un petit peu aussi le montant des dépenses. Si vous avez regardé un peu le détail, vous avez peut-être vu que notamment sur un des chapitres, nous avions presque un doublement de nos dépenses. Alors c'est notamment sur la partie de ce qu'on verse au SDEC, puisque les factures de 2022 n'ont été réglées qu'en début 2023 et il n'y avait pas eu de rattachement de dépenses. Donc tout a été calculé sur 2023. Alors c'est pas logique, mais c'est pas anormal du coup de constater une augmentation. Tout va revenir dans l'ordre à partir de cette année, bien évidemment. Donc voilà ce que je peux vous dire grosso modo sur les dépenses de fonctionnement. Sur l'investissement, donc nous avons réalisé des dépenses à hauteur de 3 382 164 euros. Je vous fais grâce des centimes. Et nous avons réalisé un montant de recettes à hauteur de 4 982 616 euros. Alors, je ne fais pas forcément de comparatif entre les années, puisque tout dépend un peu de ce qui se passe en matière d'investissement sur les années, de ce qu'on obtient comme subvention, si on fait des emprunts ou si on n'en fait pas. Donc, je ne fais pas un comparatif, ça a moins de sens que de le faire sur le fonctionnement. Ce qu'on peut constater en matière de recettes sur l'investissement, notamment, c'est la présence d'un emprunt que nous n'avions pas forcément initialement envisagé, mais qu'il nous a fallu réaliser, notamment du fait de la construction du cinéma, dans l'attente de la perception des subventions, de la récupération du fonds du FCTVA, et puis aussi du remboursement de l'Intercom. Voilà. Donc cet emprunt, il était très temporaire puisqu'il était à hauteur de 1 million d'euros. Il était juste souscrit pour le temps de récupérer donc les fonds. Il est quasiment remboursé puisqu'il nous reste une échéance qui sera remboursée au mois d'août. Donc il ne vient absolument pas gréver notre taux d'endettement par rapport à ce qui est d'habitude. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus ? Alors, notamment sur le gros des dépenses, c'est tous les travaux qui ont été réalisés, notamment les travaux d'éclairage, d'effacement de réseau, qui ont été réalisés l'année dernière, hein, puisqu'il y a eu la route de Bretteville, la rue du Bouvarin et puis la promenade Thomas de Douvres, qui ont quand même changé d'allure, notamment du fait des travaux réalisés et puis des enfouissements de réseau. Le chapitre 21, ce sont les dépenses de voirie aussi à hauteur de presque 162 000 euros. Et puis, un petit peu moins de 500 000 euros de travaux réalisés sur nos bâtiments. Alors, tout ça va nous amener... Alors, si vous voulez le détail, hein, vous l'avez dans le document qu'on vous a adressé. Et puis, on va reprendre notre tableau global, si vous voulez bien, Émilie. Celui-là, les résultats de l'exercice 2023. Voilà, merci.
qui va vous permettre de comprendre pourquoi on va vous demander, on va vous proposer de délibérer sur la prochaine délib. Donc, vous avez ici le récapitulatif de toutes nos dépenses et nos recettes et de nos résultats. Donc, je vais commencer par le fonctionnement. Donc, les recettes réalisées, 5 884 909,89. Les dépenses réalisées, 5 256 677,23, ce qui nous laisse un excédent de 628 232,66. Sur les investissements, donc nous avions réalisé 4 982 616,87 montant de recettes. Nous avons dépensé 2 859 761,75, ce qui fait un résultat d'exercice à hauteur de 2 122 855,12 centimes. De ceci, il faudra retirer ce qu'on appelle les restes à réaliser, c'est-à-dire que ce sont des travaux qui ont été réalisés ou des investissements qui ont été réalisés, mais qui n'avaient pas encore été payés au moment de la clôture de l'exercice, mais qui seront forcément à payer. Donc ça, ce ne sont pas des provisions, puisque de toute façon, on sait que ça va se faire. Et puis, donc, ça existe pour les dépenses et ça existe aussi pour les recettes. Donc, en dépenses, nous avons 922 443,82 encore à réaliser. Et sur les recettes, nous avons à encaisser encore 1 229 677,95. Nous avions un solde antérieur négatif. Donc, il faut bien évidemment inclure, parce qu'il n'est pas question de rester avec des dettes, entre guillemets, de 522 402,67 centimes, ce qui nous amène à un cumul positif de 1 600 452,45. Alors, pour la partie investissement, la question ne se pose pas. Il est forcément reporté sur la section d'investissement de l'année donc 2024. Et il va nous falloir, bien sûr, valider ces comptes et puis nous allons vous proposer d'intégrer les excédents de fonctionnement à la section d'investissement, comme disait Thierry, pour pouvoir réaliser de nouveaux investissements. Donc je vais demander Julie. Ouais. Alors sur la première partie, où est-ce qu'elle est partie? Sinon, je suis obligée de tourner la tête et ça ne m'arrange pas. Voilà. Oui, il faut que tu t'en ailles. Alors, je vais d'abord vous demander si vous avez des questions, besoin de précision. Tout est clair pour vous? Parfait. Alors, nous allons pouvoir, je vais vous proposer de délibérer donc, sur le compte financier unique 2023. Je vais vous demander d'approuver, monsieur le maire étant sorti, d'approuver le compte financier unique 2023 tel que vous l'avez sur les documents et tel que je viens de vous le résumer encore, et lequel fait apparaître en session de fonctionnement un excédent de 628 232,66 € et en section d'investissement un excédent de l'exercice donc de 2 122 855,12 auquel il faut ajouter, alors on dit un excédent antérieur reporté mais négatif de 522 402,67 €, ce qui fait un excédent très réel de 1 600 452,45. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci d'avoir approuvé ces résultats de 2023. On peut rappeler monsieur le maire. Voilà, donc nos comptes ont été approuvés. Merci. Alors, je pense que nous pouvons passer maintenant à l'affectation du résultat. Tu veux le faire ou tu veux que je fasse? Alors, encore faut-il que je le retrouve. Bon, attends, je dois y avoir quelque part. Mais comme j'ai pas... J'ai sous les yeux. Oui, donc il s'agit d'affecter les résultats, évidemment, pour pouvoir notamment transférer l'excédent de fonctionnement.
On vous propose d'affecter les résultats du compte financier unique 2023 comme suit. Donc, en section de fonctionnement, l'excédent de 628 232,66 € au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé. Et en section d'investissement, l'excédent reporté de 1 600 452,45 € au compte 001, résultat d'investissement reporté. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Donc le budget supplémentaire que Claire va vous détailler donc est un budget supplémentaire assez ambitieux en matière d'investissement, malgré une conjoncture qui, notamment sur les subventions, est un petit peu compliquée en ce moment. Nous avons notamment, parce qu'il s'agit toujours de préparer l'avenir, il s'agit de ne pas s'endormir sur ses lauriers, même si on en a 2 pour ville active et sportive, et surtout pas d'ailleurs si on en a 2. Plusieurs études sur l'extension de la halle des sports, puisque là il y a un projet important qui nous attend et qu'il va falloir qu'on lance assez rapidement, au moins sur la partie études. Alors, une extension aussi, mais pour le cimetière cette fois, puisqu'on arrive un petit peu en limite. Une extension encore pour la crèche. Donc on touche à peu près tous les âges là, avec ces 3 extensions potentielles. Et puis donc un projet d'étude aussi pour la réalisation du premier tronçon important de notre schéma cyclable, qui vise à relier la route de Caen ou le rond-point de l'Europe, là, jusque la promenade Thomas, et donc nous permettre de pouvoir aller jusqu'à Langrune ou jusqu'à Luc-sur-Mer, donc en toute sécurité à vélo. Parmi donc les projets très importants, juste insister sur les projets les plus essentiels. Donc l'effacement de la rue des Auvents, on en a parlé tout à l'heure. La piste d'athlétisme, donc qui apparemment suscite déjà des convoitises. Voilà. Mais on aura la seule piste d'athlétisme en tous les cas du territoire. Et le projet est vraiment très bien pensé. Puis le maître d'œuvre qu'on a choisi pour le coup me paraît tout à fait satisfaisant. Donc, en espérant que la météo ne nous joue pas trop de mauvais tours, parce que pour réaliser la piste d'athlétisme, il faut que la météo soit avec nous un peu. Donc l'école Diane Fossé maternelle, on l'a vu tout à l'heure. On a plusieurs travaux d'amélioration d'un certain nombre de bâtiments communaux, donc logement de la Poste, mais on a aussi les toitures de la Baronnie, à la fois peut-être d'ailleurs faire d'une pierre deux coups avec la maison de gardien qu'occupait Nina jusqu'alors, et également les écuries sur lesquelles il y a des petites réparations à faire probablement. La porterie, on envisage aussi, alors peut-être on pourra du coup, plutôt que de la refaire, on pourra peut-être la réparer seulement. Donc ça va nous coûter un peu moins cher, Madame l'adjointe, pour les finances. Donc l'adage pour lequel nous avons engagé aussi des travaux importants pour que nos jeunes, au centre de loisirs, en périscolaire, et puis également nos ados, puissent être accueillis dans les meilleures conditions, même si on a fêté les 30 ans de l'adage ce week-end et que beaucoup étaient surpris par la qualité, l'importance, l'étendue des locaux qui étaient mis à la disposition de cette association. Donc de temps en temps, ça permet d'objectiver un certain nombre de situations. Nous allons lancer également, nous avons lancé, et ils sont pratiquement terminés d'ailleurs, les travaux de Tailleville, ville chère à Fabienne, ou village, ou lieu-dit maintenant, puisque Tailleville est partie intégrante de la commune de Douvres, et donc des travaux importants sur la partie nord et la partie sud. Christophe aussi, évidemment. Christophe, il va être au premier rang là, bientôt sur des manifestations à Tailleville. Mais donc, en tous les cas, les travaux, ils ont permis de régler, j'espère de façon satisfaisante, la partie non seulement routière, mais aussi pluviale, de la partie menant vers le nord, donc en direction de Saint-Aubin-sur-Mer, et celle menant vers le sud, en direction de Bény-sur-Mer, même si la route s'appelle route de Bali, c'est une contradiction que nous avons aussi sur Douvres, dans l'autre sens. Et puis donc nous avons également
pu protéger des personnages importants donc, de la commune, du lieu-dit de Tailleville en incendie, puisque la couverture de défense incendie n'était pas complète encore sur la commune de Tailleville. Et maintenant, voilà, aucune personne, même très importante, ne sera pas défendue. Et puis donc nous allons lancer là prochainement, on a la CAO au mois de juin, donc les travaux pour la Froide-Rue, que nous aurions dû lancer plus tôt, mais bon, pour différentes raisons, notamment d'échanges et de travail itératif, des fois un peu compliqué, avec les services du département, puisqu'un tout petit bout de la Froide-Rue est encore départementale, donc celle qui est entre la route de Bény et la route de Bretteville, puisque cette partie de la route de Bretteville est toujours départementale. Et bien donc, il nous a fallu trouver les moyens d'un accord contentant toutes les parties. Et en tous les cas, sur cette Froide-Rue, le pluvial va être encore mieux traité, même si depuis les travaux que nous avons déjà réalisés, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Et puis également donc tous les déplacements doux, donc piétons et cycles, vont être sécurisés également, ce qui est très important, bien évidemment. Voilà. Et puis donc, parmi les études aussi, une étude qu'on va lancer grâce à un financement que nous avons pu obtenir par le PFN, qui nous l'a confirmé, l'établissement public foncier de Normandie. Donc une étude flash pour pouvoir nous aider dans la réflexion, notamment sur le fonctionnement ultérieur de ces locaux, sachant que sur la partie utilisateurs, donc il y a déjà premiers utilisateurs qui se sont manifestés. Il y a une première manifestation qui va être réalisée le 2 juin, c'est ça ? Le 2 juin. Et puis donc probablement aussi un gala de danse dans la foulée. Mais donc l'idée, c'est bien de pouvoir poursuivre sur l'idée que nous avions partagée d'ailleurs avec nos habitants, de maintenir une vocation culturelle à ce lieu. Et donc cette étude, prise en charge encore une fois par le PFN, donc c'est une opportunité qu'il nous faut saisir, donc va permettre de définir les conditions dans lesquelles ce projet va pouvoir fonctionner, se réaliser, alors peut-être en plusieurs phases d'ailleurs, hein, de la meilleure des façons. Voilà. Voilà sur les grands projets qui nous attendent en 2024 et éventuellement 2025, puisque les études vont plutôt provoquer des travaux en 2025. Alors Thierry vous les a déclinés sous forme de projet, moi je vais vous les décliner sous forme d'euros. Ça va être beaucoup moins drôle, mais bon, on va le faire quand même. Donc sur le budget supplémentaire, alors c'est pareil, vous avez eu un document qui s'appelle Note de synthèse budget supplémentaire 2024 qui a été joint à votre convocation. C'est quelque chose que nous avons étudié en commission le 13 mai avec les membres de la commission. Donc ce que nous proposons, alors c'est d'ajouter, on reprendra l'autre après, je vais commencer par la section de fonctionnement. Il convient d'y ajouter quelques petites choses, il y a peu de modifications, mais des modifications nécessaires. Alors en section de fonctionnement, sur la partie recettes, nous allons ajouter 2500 € puisqu'il y avait eu une inscription sur le BP concernant notamment le terrain loué pour les tiny house qui était resté sur la base de l'évaluation de l'année précédente qui n'était pas complète puisque c'était seulement les 3/4 de l'année. Donc on rajoute une somme de 2500 € pour arriver aux 10 000 € qui étaient prévus par la convention. Nous ajoutons 77 767 € de recettes qui nous proviennent de la fiscalité. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais qui ne sont dues qu'à l'évaluation notamment des bases, ce qui nous porte un total de recettes supplémentaires à 80 167 €. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, donc nous réajustons les besoins sur les charges de personnel à hauteur de 77 657 €, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, notamment les évolutions et puis les modifications aussi au sein de l'équipe des agents municipaux. 510 € de charges courantes qui correspondent au fait que la somme que nous avions initialement prévue au BP pour la participation au fonctionnement de l'épicerie sociale était faite sur la base d'une convention qui a évolué depuis, puisque son montant a augmenté.
0,75 centimes par habitant. Voilà. Et vous, 0,75 euros. oui, 0,75 € ou 75 centimes par habitant, sachant qu'elle augmentera de façon plus régulière sur les deux ou 3 années à venir. Voilà. Donc il a fallu effectivement réajuster, sinon on n'avait pas assez de fonds pour pouvoir verser la subvention. Et vous verrez que d'ailleurs nous allons aussi revoter la subvention au CCAS juste après. Et puis des charges exceptionnelles qui sont simplement une demande d'effacement de titres que nous a demandé la trésorerie, puisque il y aurait eu un titre de 2 000 €, enfin trop élevé de 2 000 €. Donc un effacement qui nous permet, que nous sommes obligés d'intégrer dans ces charges exceptionnelles. Donc voilà sur la section de fonctionnement, donc entre dépenses et bien évidemment recettes équilibrées à hauteur de 80 167 €. Donc voilà pour le fonctionnement. En ce qui concerne donc l'investissement, Thierry vous a repris les grands projets. Alors, vous les avez de façon plus détaillée dans le document. Et puis, je ne sais pas, Émilie, si on peut remettre peut-être le tableau. C'est celui-là ? Eh bien, tout va bien, merci. Alors, sur l'investissement, donc tout ce que Thierry vous a énuméré, bien évidemment, génère une inscription en dépenses supplémentaires et aussi quelquefois en recettes supplémentaires. Donc, sur les recettes supplémentaires, nous avons, et nous venons de le voter, les excédents de la section de fonctionnement à hauteur de 628 232 € et 66 centimes. Des subventions supplémentaires à hauteur de 82 500 €. Et puis, l'emprunt que Thierry a évoqué, notamment pour la réalisation des travaux énergétiques sur l'école Diane Fossé Petit, que nous réaliserons auprès de la Banque des Territoires, qui propose, ça rentre dans leur thématique du moment, avec des taux qui sont attractifs. Et comme en plus, c'est complètement logique, puisqu'en plus il s'agit de faire des investissements pour réaliser des économies d'énergie. Donc ça s'entend tout à fait. Donc ce serait un emprunt à hauteur de 250 000 €. Ce qui nous fait ajouter des nouvelles propositions de recettes à hauteur de 960 732 et 66 centimes. Sur les dépenses, alors je ne vais pas reprendre tout ce que Thierry vous a énuméré, mais vous donner les plus grandes sommes. Alors, nous avons l'éclairage aussi de la piste d'athlée, je ne sais pas si tu l'as évoqué, à hauteur de 130 000 €. Donc, les auvents, on en a parlé, à hauteur de presque 84 000 €. Des travaux sur l'éclairage du carrefour de la Basilique, sur une mise en conformité aussi des feux qui ne sont pas à hauteur de 43 000 €, sachant que ça c'est notre partie, mais il y a la commune de Luc qui participera puisque c'est un carrefour commun. Sur les travaux évoqués, donc la Froide Rue voie romaine, ces travaux sont inscrits pour une somme de 500 000 €. La halle place des Marronniers, 100 000 €. Le renforcement des réseaux protection incendie de Tailleville pour 90 000 €. Les travaux sur la baronnie, donc entre la porterie, les travaux sur la maison nous amènent, alors on les a inscrits sur un montant de 110 000 €, mais bon, peut-être que ce sera un peu moins si on peut réparer plutôt que remplacer. Nous avons en cours la réfection des cours de tennis. Je crois que c'est c'est terminé. Notre part à nous, c'est 40 000 €. Et après, ce sont tous les investissements classiques que l'on réalise en matière de matériel, d'équipement, notamment un standard pour la mairie de façon à accueillir dans de meilleures conditions les appels téléphoniques de nos administrés. Donc tous les investissements que nous proposons de rajouter nous amèneraient la section d'investissement à hauteur, alors, y compris les restes à réaliser, à un montant à hauteur de 3 790 863 et 0,6. Tout ça équilibré bien évidemment entre recettes et dépenses, puisque on ne peut pas faire autrement. Donc voilà ce que nous allons vous proposer pour le vote suivant. Bon.
je vais vous proposer de voter donc chapitre par chapitre le budget supplémentaire qui s'élève pour la section fonctionnement, donc par section en fait, hein, à 80 167 euros, tant en dépenses qu'en recettes, ce qui porte le total BP plus BS de la section fonctionnement à 5 855 678 euros. Pour la section d'investissement, donc en dépenses, nous constatons donc des restes à réaliser pour 922 443,82 euros. Les nouvelles propositions donc, qu'a détaillé sous forme de chiffres tout à l'heure Claire, donc à hauteur de 2 868 419,24 euros, ce qui fait un total budget supplémentaire de 3 790 863,06 euros. En recette, donc toujours, mais dans l'autre sens, des restes à réaliser donc à hauteur de 1 229 677,95 euros. Les nouvelles propositions de recettes à hauteur de 960 732,66 euros. Et donc, le solde d'exécution définitif reporté à hauteur de 1 600 452,45 euros, soit un total de recettes équivalent évidemment aux dépenses à hauteur de 3 790 863,06 euros. Ce qui porte le total de la section d'investissement, donc BP plus BS, à 7 581 726,12 euros. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Maintenant, reste, et c'est l'occasion de remercier tous nos agents et tous ceux qui contribuent à la réalisation des chantiers. Une chose est de voter les budgets, une autre de réaliser les chantiers. Et donc, c'est l'occasion de remercier tous ceux qui contribuent à la réalisation donc d'un mieux vivre sur notre commune au travers de tous ces chantiers. Donc, Claire en a parlé. On vous propose de contractualiser un emprunt de 250 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dit Intracting. Alors, je ne sais pas pourquoi la Banque des Territoires, qui dépend de la Caisse des dépôts et consignations, a choisi un terme un anglicisme alors qu'elle aurait pu parler français. Bon, mais ça, c'est le terme qui convient. Donc, les taux sont autour de 2% actuellement sur tous les travaux d'isolation. Et donc, comme il s'agit là de travaux d'isolation, que ce soit de l'isolation vraiment extérieure ou des changements de menuiserie importants, donc nous aurons donc un taux qui sera autour de 2%, mais il change tous les mois. Donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui quel sera le taux au moment où on va le contractualiser. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que les droits d'instruction, donc le coût, se situe à hauteur de 0,06% du montant du prêt, qui vient s'ajouter évidemment au taux d'intérêt. Enfin, ça reste, par rapport à la conjoncture actuelle des taux, très intéressant. Voilà. Et donc, comme l'a dit très justement Claire tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel il est logique d'emprunter dans la mesure où on attend en retour des économies de fonctionnement, donc qui devraient, en tout cas c'est l'objectif, couvrir au moins une bonne partie des coûts de l'emprunt. La durée, elle va être définie par la Banque des Territoires, justement, au vu des économies qu'on va pouvoir présenter. Donc, c'est entre 7 et 15 ans, en fait, généralement, les emprunts. Mais ça varie, en fait. L'idée, c'est de faire coller le plus possible, en fait, l'économie qu'on réalise avec le remboursement qu'on a à supporter. L'idée, c'est que l'un couvre l'autre. Pas de questions complémentaires? Eh bien, je vous propose de m'autoriser à signer la convention de financement en Intracting pour un montant de 250 000 euros à la demande de réalisation de fonds, et de dire que l'emprunt est prévu au budget supplémentaire 2024. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien, merci. Alors ensuite, admission en non-valeur. Alors, cette année, bon, on a une somme qui est particulièrement faible. Donc, je vais vous proposer, parce que là, c'est tous les essais de collecte des fonds par la trésorerie ont été effectués. Donc là, on arrive à une échéance où, de toute façon, on a la garantie, malheureusement, que ces sommes, on ne les retrouvera pas. Mais cette année, donc, il ne s'agit que de 62,46 euros, qui représente évidemment, par rapport à un budget de fonctionnement de plus de 5 millions d'euros, une somme relativement négligeable, même si c'est toujours regrettable quand même.
Donc, je vais vous proposer de voter directement peut-être sur cette question et de décider d'accepter l'admission en non-valeur des créances proposées par le comptable public pour un montant de 62,46 € et de prélever la dépense correspondante sur les crédits du compte 6541 et d'autoriser donc la mission en non-valeur des créances irrecouvrables donc pour cette somme de 62,46 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Subvention au centre communal d'action sociale, cher à Lydia. Donc, on vous propose donc de voter, comme on le fait chaque année, une subvention pour cette année à hauteur de 25 310 € pour l'année 2024, sachant que donc nous avons transféré au CCAS la charge de la subvention que nous versions en tant que commune jusqu'à présent à l'épicerie sociale et solidaire de Luc-sur-Mer. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, je vous propose de décider d'attribuer au Centre communal d'action sociale une subvention de 25 310 € pour l'année 2024. Qui vote pour? Voilà, c'est bien pour le CCAS. Qui s'abstient? Donc pas de vote contre. Merci. Belle unanimité. Alors ensuite, des questions de ressources humaines. En ce moment, on a pas mal de remplacements. J'en parlais tout à l'heure avec Émilie. On passe énormément de temps dans les remplacements, les recrutements. Voilà. Et donc, notamment par rapport aux agents contractuels, pour éviter de repasser des délibérations systématiques, on vous propose une délibération générique, celle qui existait, donc méritait d'être améliorée. Et là, donc, en l'occurrence, ça va permettre, sur des recrutements de courte durée, en tous les cas, de pouvoir faire ces remplacements sans être obligé de repasser systématiquement en conseil la délibération. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer de m'autoriser à recruter dans le respect de la procédure recrutement et du décret numéro 2019-1414 précité des agents contractuels de droit public dans les conditions fixées par l'article L. 332-13 du Code général de la fonction publique pour remplacer les fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles. De m'autoriser par la même occasion à signer les contrats de travail correspondants. Tout document relatif à ces recrutements sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. Et on peut faire confiance à Émilie sur cette question. Et de dire qu'il est prévu à cette fin une enveloppe de crédit au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Et donc, oui, par rapport à un autre départ, il nous faut, au-delà effectivement des solutions de remplacement de la directrice, momentanément, évidemment, créer donc un nouveau poste d'agent social donc pour remplacer quelqu'un qui a décidé de voler de ses propres ailes et de mener un projet plus personnel. Donc, je vais vous proposer de décider le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'agent social à la crèche municipale pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité sur la période d'1 an, à compter du 3 juin 2024, et ce à temps complet. De dire que la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut du grade de recrutement premier échelon. De préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget. De modifier ainsi le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif au recrutement précité et notamment, encore une fois, le contrat. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci pour ce nouvel agent. Et donc, pour finir, avant le jury d'assises, je n'oublie pas, autorisation de signature de la convention de mise à disposition des agents communaux au service instructeur du droit des sols. Donc, nous avons 2 agents communaux qui sont mis à disposition du service d'instruction au droit des sols de l'intercommunalité. Donc, notre responsable des services techniques, Nicolas, qui est mis à disposition à hauteur de 30% de son temps. Et puis, Florence, qui est chargée d'urbanisme à la commune et qui est mise à disposition du service droit des sols à hauteur de 50%. Voilà, donc il s'agit de reproduire cette mise à disposition pour une durée de 3 ans. Bien évidemment, si les besoins devaient être ajustés, en plus ou en moins,
il pourrait y avoir un avenant à la convention qui est fixé sur ces 3 années, évidemment. Pas de questions? Le service droit des sols, on peut que se féliciter au passage que nous l'ayons conservé sur notre territoire et que nous ayons pu, dans des délais aussi très très courts à l'époque, donc créer ce service à l'échelle de Cœur de Nacre, qui aujourd'hui donc est de compétences communautaires, donc qui touche les 12 communes de l'intercommunalité. Eh bien, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'approuver la poursuite de l'activité du service commun afin d'assurer l'instruction des actes d'urbanisme de la commune, conformément aux modalités fixées dans la convention ci-jointe, de m'autoriser à signer la reconduction de la dite convention avec la communauté de communes Cœur de Nacre. En l'occurrence, c'est plutôt Jean-Pierre qui signera pour la commune, de façon à éviter que la signature apparaisse des 2 côtés de la convention, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Juste quelques informations. Donc, alors, l'accord de l'EPFN, je l'ai évoqué tout à l'heure là pour l'étude donc, qui va être amenée donc, pour le foyer. Donc, il va y avoir un comité de pilotage qui va être créé. Donc, si certains d'entre vous souhaitent participer à ce comité de pilotage, vous allez être les bienvenus. Donc, une étude flash, c'est une étude qui se déroule sur une durée courte, 2 mois et demi, 3 mois, donc, et qui vise à étudier tous les aspects, notamment, mais pas seulement, les aspects patrimoniaux du bâtiment, les modifications à opérer en fonction donc, des destinations que nous lui accorderons. Donc, si vous êtes intéressé, faites remonter à Émilie pour qu'effectivement, on puisse vous compter parmi les membres de ce comité de pilotage. Et puis donc, le PFN nous a aussi donné son accord pour porter la boulangerie Saint-Rémy. Donc, l'idée, c'est que le PFN acquiert pour notre compte la boulangerie Saint-Rémy, que nous ayons 5 ans pour décider ce que nous en faisons. J'espère qu'on aura décidé avant. Et en l'occurrence, information très récente, nous avons été recontactés par la foncière de Normandie qui nous a indiqué qu'un boulanger s'était montré intéressé. Et donc peut-être que nous n'aurons qu'à peine besoin de faire agir la convention avec le PFN, au minimum, au moins pour la partie de la boulangerie, parce qu'il y a des logements aussi, donc peut-être qu'il faudra distinguer les deux, je ne sais pas, mais enfin en tous les cas, soit on va engager une étude donc avec une association qui est spécialisée dans ces études, donc pour définir avec les habitants, avec les riverains qui souhaitent ardemment le maintien du commerce, mais que nous attendons lorsque le commerce sera ouvert pour qu'il le fasse vivre, et avec donc soit ce sera ça, et donc on arrivera à trouver une destination future à ce local, donc dans le quartier donc de Saint-Rémy, soit donc on aura la chance, parce que ça serait encore la meilleure des opportunités, qu'un boulanger puisse reprendre le flambeau de cette boulangerie qui a été pendant pas mal d'années quand même la boulangerie qui était la tête de gondole de nos boulangeries d'Ouvrez, en tous les cas, qui recueillait le plus de clients. Voilà. Donc deux informations qui viennent de nous arriver. Et puis donc, petit rappel pour le prochain conseil municipal, donc du 25 juin prochain. Donc je compte sur votre présence, évidemment, à cette occasion. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un a des informations éventuellement à communiquer en dehors de celles que je viens d'évoquer. Sinon, je vais vous remercier de votre présence. Il faut que je lève les mains, attention. Voilà. Donc, je vais vous remercier de votre présence et vous souhaiter une excellente soirée. Donc, avant les prochaines manifestations, donc rendez-vous quand même, si nous avons encore la chance d'avoir quelques d'Ouvrais ou d'Ouvraises donc à l'écoute de notre conseil municipal. Donc, le 5 juin à 14h30 au cimetière britannique, donc avec une très belle cérémonie, je pense, et avec la présence notamment des enfants sur cette cérémonie, aussi du bagad et donc d'une quarantaine de cornemuses. Et le soir, donc à 22h15, de façon plus intimiste,
mais sans doute pas moins émouvante. Donc une cérémonie donc, avec le Commonwealth War Grave donc, Commission, donc les gens qui entretiennent les cimetières du Commonwealth. Et puis également, donc, je suis obligé de le signaler, sinon la grande ordonnatrice de ces festivités du 80e me tirerait les oreilles. Donc le 8 juin, alors le 6 juin, nous aurons une cérémonie à Tailleville, donc juste à côté de chez toi, Christophe, donc à la place Alphonse Noël. Donc là, nous allons fermer un peu la circulation pour que la cérémonie se passe dans les meilleures conditions. Nous aurons donc des représentants canadiens qui monteront de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer à pied et qui viendront donc participer à une cérémonie sur Tailleville. Donc une cérémonie assez courte, hein, puisqu'ils doivent repartir. La cérémonie est prévue à 15h30 et ils doivent repartir vers 16h15 à peu près de Tailleville. Et puis donc le 8, donc, le défilé traditionnel donc, du D-Day et la soirée donc, festive, place des Marronniers, donc avec bal, nourriture et joie, je l'espère en tous les cas. Sachant que nous accueillerons à l'occasion de ces cérémonies aussi donc, nos comités de jumelage alors, allemands, notamment, donc avec une vingtaine de participants. Et nous aurons du coup l'inauguration du pont de l'amitié, merci de me le rappeler Alain, donc le 6 donc, à 18h à la Baronnie. Et donc vous y êtes bien sûr cordialement invités. Il y a un petit pot qui sera servi à l'issue, avant que le comité de jumelage n'organise un repas avec nos amis allemands. Et puis donc le 8, je disais, un bal festif et auquel j'espère nombreux d'Ouvray pourront participer. Le 7, le concert, tellement de choses qui ont été organisées. Donc le 7, le concert à la Basilique, oui, qui apparemment commence à se remplir de façon satisfaisante. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas leur billet, qui se dépêchent d'aller les chercher chez Hyper U, puisqu'ils sont distribués chez Hyper U. Voilà, donc merci encore à cette occasion aussi, donc à Fabienne bien sûr, hein, mais aussi à toute l'équipe, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation, nos services techniques aussi, hein, qui voilà, se sont démultipliés, et puis Delphine pour le comité des fêtes, bien sûr, le comité des fêtes faisant une partie plus qu'intégrante de la réussite, notamment de la partie festive, mais aussi, puisqu'elle s'associe notamment par l'intermédiaire de son cher et tendre époux, donc à la conservation de la mémoire de cette belle journée du 5. Voilà, donc plusieurs jours qui vont être bien occupés, évidemment. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Ah oui, le jury d'assises, j'allais oublier. Bah oui, mais du coup, parti dans le 80e, j'étais... Bon, alors, tirage au sort aléatoire. Donc, 3947 électeurs. Ah, d'accord. Donc, les électeurs de moins de 23 ans ne participant pas potentiellement, ne pouvant pas être jury d'assises, ils ont été... donc retirés de la liste. Et donc, il nous reste 3947 électeurs sur lesquels il faut qu'on choisisse 12 personnes de façon totalement aléatoire, avec l'outil qu'Émilie maîtrise maintenant parfaitement. Donc, on va la laisser lancer le tirage au sort. Le premier, c'est le numéro 806. Donc, ce n'est pas un tirage du loto, hein, mais... parce que là, on ne gagne rien, hein, c'est sûr. Le deuxième, c'est... numéro 380, donc pour ceux qui connaissent leur numéro. C'est pas par ordre alphabétique. Ah, c'est pas le même numéro en plus. Ah, en plus, c'est pas le même numéro que sur la liste d'électeurs, puisqu'effectivement, les moins de 23 ans ont été retirés. Bon, alors le troisième, c'est 3687. Le quatrième, 1753. Le cinquième, 1932. Le sixième, 1636. Le septième, 2228. Le huitième, 1123.
Le 9e, 3906. Le 10e, 506. Le 11e, 149. Et le 12e, 1892. Voilà. Si l'un d'entre vous... Mais là, vous ne le savez pas, du coup, puisque vous avez... Par rapport à la liste, c'est complètement différent. Bon, vous aurez la surprise. Bon, sachant que derrière, donc, les 12 personnes vont être proposées pour être jury d'assises. Ils ne sont pas forcément sélectionnés. Et même parmi ceux qui sont sélectionnés, il y a encore il y a des partis qui peuvent rejeter des jurys. Et puis, voilà, selon c'est le président des jurys qui choisit finalement ses membres. Voilà. Et bien donc maintenant, je peux... T'as vécu ça? C'est chaud ça. Ouais, ouais. Oui, oui. Mais toutes les personnes qui ont été jurées d'assises, bon, au-delà du temps que ça oblige à consacrer quand même. Bon, ça, ouais. Mais tout le monde en retire de l'enrichissement, en tous les cas. Bon. Donc, bonne soirée à tous. Et donc, rendez-vous au conseil du 25 juin.